3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et les décisions de banque centrale. En l'occurrence, ce sera le sujet majeur de la discussion ce soir avec Nicolas Gottsman à nos côtés. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Étienne Gorgeon nous accompagne également. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Et à vos côtés, Franck Dixmier. Bonsoir Franck. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. La séquence est dense depuis la BCE la semaine dernière, la Fed hier soir et donc les banques centrales aujourd'hui en Europe, notamment avec la Banque d'Angleterre et les banques scandinaves. Si on évoque la Fed pour commencer, peut-être Franck, et ça fait longtemps que vous nous dites qu'il faut écouter les banques centrales, que la probabilité la plus importante est toujours qu'elles en fassent plus plutôt que moins, et que le marché a besoin régulièrement un peu de piqûre de rappel par rapport à cette idée-là. Même si aujourd'hui la discussion porte moins sur l'idée de poursuivre les hausses de taux à l'avenir, même si le sujet est plus la durée pendant laquelle on va maintenir les taux au niveau qui ont été atteints aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, la rhétorique de la Fed hier soir a résonné comme une rhétorique hawkish aux yeux des investisseurs, aux oreilles des investisseurs. Oui, alors on n'est pas trop surpris par ça en fait. C'est vrai qu'on a longtemps communiqué sur le fait que pour les banques centrales, il y avait moins de risques, effectivement, en faire plus qu'en faire moins. Et ce qui est très curieux de constater, dans une phase quand même extrêmement mature du cycle économique américain et du cycle de resserrement monétaire aux États-Unis, c'est de constater tout de même une approche encore très prudente de la part de la Fed, qui prend acte de la résilience de l'économie américaine. Je pense qu'on a... Enfin, les investisseurs en majorité ont été surpris tout de même par ce qu'on a vu, notamment les chiffres dans le courant de l'été. Donc une économie américaine qui résiste bien. Et dans ce contexte encore incertain, et il faut admettre qu'on a encore devant nous un certain degré d'incertitude, la Fed ne prend aucun risque. Aucun risque, malgré, je dirais, une certaine confusion quand on voit quand même ces projections sur les hausses futures. Quand vous regardez les années 2025-2026, on a une dispersion quand même qui est absolument hallucinante. Donc les projections de taux des différents membres de la Réserve fédérale américaine. Alors je me suis amusé à regarder un peu si c'était le cas lors des précédents meetings. Oui, en fait, c'était le cas lors des précédents meetings. Donc ça valide vraiment ce contexte rempli d'incertitudes. Mais ce qui est très important, vous l'avez souligné, en fait, c'est pas tant cette hausse qui est pricée à un peu plus de 50% d'ici la fin de l'année. Je pense que les investisseurs vont vraiment regarder à travers. Ce qui compte vraiment, c'est combien de temps ça va durer finalement. Ouais. Combien de temps ça va durer. Et la Fed nous dit que ça durera encore plus longtemps que ce que vous imaginiez sur les marchés. Oui, mais ça, elle a toujours dit. Oui, je sais bien. Non, mais je vois que le marché a quand même réagi à cette le marché a réagi, communication. Mais il a réagi très brutalement dans le courant de l'été. Oui. On a eu un ajustement quand même des parties courtes américaines qui a été d'une violence extrême. Au fur et à mesure qu'on voyait les chiffres macroéconomiques sortir du bon côté aux États-Unis. Oui, absolument. Et le marché s'est adapté. Mais le marché a été extrêmement versatile. On peut se souvenir qu'en avril, on priçait encore à peu près 70 BP de baisse des taux d'ici la fin de 2023. Maintenant, les premières baisses de taux, elles sont reportées plutôt en juillet, en août 2024. Ouais. Mais le marché n'y croit pas. Ça, c'est assez intéressant tout de même. Donc, la Fed a revu les perspectives de baisse des taux sur 2024. Il n'y en a plus que 2. Selon les dots, en moyenne, qui sont pricés sur. On attendait 100 BP, il n'y en a plus que 50 pricés, pricés, projetés par la Fed. Mais le marché est toujours pratiquement à 100 BP par rapport au pic qu'on aura sur les taux. Donc là, il y a encore un facteur de fragilité. Le marché a du mal, en fait, à acheter ce scénario. Et ça plaide pour un maintien de la volatilité sur la courbe américaine, sur le marché obligataire américain ? Vraisemblablement. Et on a encore beaucoup d'inconnus dans cette équation, et notamment la hausse du pétrole, la pérennité de cette hausse et l'impact que ça aura sur l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente, avec des effets de second tour. Étienne, qu'est-ce que vous retenez de la communication de Jérôme Powell et du price action, de la réaction des marchés ? Alors, effectivement, tout au long de l'été, on avait déjà vu les taux remonter, les taux réels remonter aux États-Unis, mais c'est vrai que sur la communication d'hier et depuis hier, on voit quand même que tout le monde dans le marché était peut-être pas au diapason d'une rhétorique encore
hawkish à ce stade de la Fed. Ce que je trouve intéressant, il y a trois choses. La première chose, c'est qu'on vient de comprendre qu'entre un hawkish skip de la Fed et un dovish hike de la BCE, en fait, ça vaut quand même 30 points de base de hausse de taux à la fin sur les parties longues et intermédiaires. Donc en fait, c'est un peu exactement la même chose. La deuxième chose que je trouve assez intéressant dans son message, c'est la confusion qu'il a pu faire volontairement ou pas sur l'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Moi, une de mes convictions, c'est qu'il arbitre deux choses. Il arbitre le risque de stagflation qu'il veut éviter à tout prix, le risque des années 70, il en avait parlé largement. Et donc, il préfère ancrer, qu'il le croit vraiment ou pas, peu importe, il préfère ancrer les anticipations que s'il faut casser l'économie. Le risque, en fait, je trouve qu'elle prend... Je rejoins Franck, elle ne prend pas de risque sur l'inflation, elle prend un risque sur la croissance, parce que son objectif, il me semble, c'est ce risque de stagflation qu'on a pu voir, notamment dans des envolées d'inflation si fortes. Après, ce que je trouve intéressant dans l'économie américaine, c'est que je trouve qu'il y a des chiffres pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui veulent voir un soft landing peuvent trouver effectivement un soft landing, puisque un atterrissage en douceur, puisque les chiffres de l'emploi ralentissent. Vous avez aussi toujours la partie manufacturière qui est un peu en souffrance. Et puis vous voyez que ça ralentit gentiment sur les services. Ceux comme un peu moi quand même, qui suis quand même plutôt du côté du risque d'en faire un peu trop et de casser l'économie à un moment ou un autre. Par contre, pas d'avis sur la date, mais à un moment ou un autre. On peut penser que déjà, avant d'arriver à une récession, il faut toujours passer par une étape intermédiaire, donc c'est normal que ça ralentisse. Bon, c'est un peu basique, mais ça vaut ce que ça vaut. On peut également observer que tous les facteurs favorables du premier semestre, normalement, ne seront pas là au second semestre, notamment un déficit budgétaire qui était probablement en stimulus en réalité, mais qui va se faire rattraper pour finir à peu près neutre, si j'ai bien suivi les choses à la fin de l'année, par des reports de taxes qui vont commencer qui vont arriver, d'accord. Mi-octobre. Plus les étudiants qui doivent rembourser désormais leurs emprunts aux États-Unis, plus le fait que visiblement il n'y a plus d'excès d'épargne. Enfin, toutes les bonnes nouvelles, moi, elles me semblent déjà à peu près là. Et donc la dernière jambe, ce qui nous reste de la fin d'année, je serais assez curieux de voir comment l'économie américaine va évoluer, sachant qu'il y a quand même beaucoup moins de stimulus. Pour finir, le stimulus monétaire auquel les économies, et en particulier américaines, ont pu bénéficier. On n'était pas en QI, en début d'année jusqu'au mois d'avril-mai, on était plutôt en QI, parce que la Réserve fédérale avait réinjecté des liquidités pour aider... Oui, c'est la parenthèse SVB, oui, il y a eu de la liquidité d'urgence apportée, d'accord. Il y avait la BOJ aussi qui en avait mis un paquet, bref, et la Réserve... il y avait plusieurs banques, ce qui fait qu'en cumulé, on était plutôt en quantitative easing, en quantitative tightening. Si on prend la liquidité Banque centrale, G7, au niveau mondial, c'est ça. Exactement, les 5-6 plus grosses, là, quand je regarde les chiffres, on est vraiment en QT et ça freine fort. Donc en fait, il y a quand même pas mal de facteurs qui font que je pense qu'il peut y en avoir encore un peu pour tout le monde en termes de chiffres, mais ça va être intéressant de voir comment les choses basculent. D'ailleurs, j'observe que les positions des uns et des autres changent assez peu. Où les économistes ou les investisseurs qui pensent que ça se termine par une récession là dans les prochains trimestres continuent de le penser, malgré les surprises à la hausse. Et ceux qui pensent qu'on est encore dans l'idée du softish lending, voire d'un possible no lending, c'est le monde actuel, sont encore confortés dans cette idée-là aujourd'hui. C'est ça. Moi, ce que j'observe, c'est ceux qui croient en la courbe des taux, le 2,10, le Leading Economic Indicator, ont du mal à se déjuger, pensent simplement que c'est un décalage, un report, dans le temps. Nicolas, vos commentaires, Jérôme Poel, et puis le soft landing, effectivement, là, pour mettre dans le contexte les propos d'Étienne, donc les forecasts du staff de la Fed semblent nous montrer un chemin de soft landing pour 2024. Et puis pendant la conférence, effectivement, Jérôme Poel est interrogé bien sûr sur le soft landing. Il dit que c'est plus franchement un scénario central, et puis juste après, il confirme quand même que c'est l'objectif primaire de la Réserve fédérale américaine. Ouais, alors si je prends juste sur le premier point, c'est qu'effectivement, à court terme, à mon avis, c'est effectivement une approche qui était attendue, qui était un peu au quiche, avec des anticipations d'inflation, en tout cas par ceux qui pronostiquent en fait item par item l'inflation, qui pensent qu'on peut avoir une résurgence de l'inflation, notamment par justement la fin des effets de base pour la fin de l'année, et d'avoir effectivement une inflation qui remonte un peu à la fin de l'année. Donc, par rapport à cela, la Fed se donne aujourd'hui l'option de pouvoir remonter les taux, encore une fois, si jamais cela était nécessaire. Ce n'est pas une certitude, c'est vraiment une option. Et je pense qu'ils sont effectivement, c'est plutôt rassurant de voir cette approche-là.
Par contre, vraiment, ce qui frappe, à mon avis, fortement dans le dot plot, dans les prévisions qui ont été faites, c'est la révision qui est énorme à la hausse des prévisions de croissance. Ouais. Parce que quand on regarde le mois de mars dernier, la prévision de croissance pour 2023, c'était 0,4%. Ah ouais. En juin, c'était 1%, et maintenant, c'est 2,1%. Alors, généralement, quand les banques centrales font ça, elles vont rajouter de la croissance pour une année, mais elles vont, du coup, généralement, enlever un peu de la croissance pour l'année suivante. Mais là, on accélère encore sur l'année 2024. Ouais. Ce qui veut dire qu'on a 2,1, je crois que c'est 1,5 pour l'année prochaine, et 1,8 l'année suivante. Exactement. Et là, donc, effectivement, c'est clairement un scénario de soft landing qui est prévu, en tout cas, par les gouverneurs de la Fed, sans doute orienté par le forecast qui a été fait par le staff de la Fed. On a ça. On a aussi un taux de chômage qui est révisé en baisse, 3,8 pour cette année, 4,1 maximum pour l'année prochaine. Et donc, on a un scénario qui ressemble, en fait, qui est, je trouve, suffisamment fort, qui, en fait, me donne l'impression qu'on est en train d'inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que la Fed, aujourd'hui, est en train de nous montrer un chemin de croissance et d'emploi qui est très fort et qui assure vraiment un soft landing. Ça veut dire que si jamais la réalisation de ces chiffres-là ne se réalise pas, ça ouvre la voie à la Fed en disant, attention, là, il y a une économie qui va moins bien que ce qu'on pouvait imaginer. On comprend. Et donc, ça peut déclencher l'ouverture de la possibilité d'un cut, en fait, plus ou moins facilement par rapport à ce qu'on avait comme prévision l'année dernière, il y a encore 3 mois. Donc je pense qu'on est en train d'inverser ça, et en fait, c'est derrière une orientation peut-être plus croissance. On met des orientations de croissance qui sont fortes, un taux de chômage qui est bas, et donc si jamais... La moindre déception sera un argument pour la Fed, en tout cas, pour peut-être changer sa position sur le réglage de sa politique monétaire. Ça peut orienter le marché en se disant, attention, on est en train de déraper par rapport à ce qui était prévu dans le forecast, alors que depuis 2 ans, enfin même depuis le Covid, c'est typiquement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les prévisions de la Fed sont toujours avec des taux de croissance qui sont inférieurs à ce qui se réalise, et par contre des prévisions d'inflation, effectivement, qui sont inférieures à ce qui se réalise. Et là, en fait, en inversant ce système-là, qui n'est pas, à mon avis, quelque chose de souhaité, mais qui est quand même quelque chose qui est en train de se réaliser, notamment, encore une fois, par l'impulsion qui a été faite par le forecast de la Fed, par le forecast du staff de la Fed, me donne, à mon avis, une indication que, en fait, l'orientation pro-croissance qui existe au sein de la Fed, peut-être est en train de prendre le dessus sur le reste, avec, à court terme, effectivement, l'inflation reste là, mais attention, s'il y a quelque chose qui se passe, on peut peut-être réagir. Et ce que vous disiez sur la question du soft landing et la question qui lui a été reposée, je trouvais qu'elle était très intéressante parce que la question lui a été posée par un journaliste particulier qui s'appelle Craig Torres de Bloomberg, qui est quelqu'un qui est assez pas âgé, mais qui a une grosse expérience de la Fed et qui ne fait des papiers que de profondeur sur le travail de la Fed. Il a fait un papier ce week-end sur un travail qui a été fait à Jackson Hole, une publication qui a été faite à Jackson Hole cet été, qui montre que plus la croissance est forte, plus elle génère de l'innovation, de la recherche et développement et de l'investissement, qui est le premier rempart contre l'inflation structurelle. Et que donc il est absolument essentiel de préserver une économie qui soit suffisamment forte pour éviter à terme d'avoir structurellement une inflation qui produit de l'inflation. Ça c'est l'IRA, ça. Enfin, c'est la partie fiscale budgétaire qui vient compléter le chemin de soft landing que la Fed essaye de tracer, quoi. Il publie ce papier ce week-end. Il me semble absolument impossible que Powell ne l'ait pas lu. Et donc, quand il lui repose les questions, vraiment à terme, justement, est-ce que vous cherchez le soft landing, la première réponse qu'il dit, c'est l'objectif primaire qu'on avait, c'est d'arriver à un soft landing, c'est-à-dire effectivement de ne pas briser la croissance. Donc, je pense effectivement que cette orientation pour croissance qui ne peut pas être affichée depuis 2 ans avec cette question de l'inflation qui est évidemment essentielle et primordiale aujourd'hui, est quand même là au sein de la Fed et me donne l'impression effectivement que pour la suite des opérations, si jamais une menace venait à arriver sur la croissance, on aurait une réaction qui serait quand même, on va dire, pro-croissance de la part des gouverneurs de la Fed. Mais qu'est-ce que vous achetez, vous, aujourd'hui, Nicolas? Vous achetez les projections économiques telles qu'elles sont écrites pour 2024, notamment, ou est-ce que vous achetez l'idée sous-jacente qu'il y aura des déceptions par rapport à ce scénario de soft landing idéal et que la Fed, justement, contrairement à ce que nous disent les dots, sera beaucoup plus réactive avec les risques en cas de déception sur la croissance? Avec les risques qu'on a aujourd'hui dans l'économie américaine, qui effectivement n'est plus aujourd'hui, comme on dit, sous stéroïdes, et qu'elle revient justement, on est en train d'essayer de voir si le consommateur américain est capable de faire la jonction tout seul, sans soutien monétaire, sans soutien de la part du gouvernement, et de voir s'il est capable de le faire. On a ça, plus les risques qui sont en train de se matérialiser, différents risques dont on va sans doute parler par la suite. Effectivement, qu'il y a un risque, quand on regarde les prévisions de croissance, c'est quand même assez optimiste. Donc si jamais on avait une déception par rapport à ça, on aurait la possibilité d'avoir une Fed qui soit réorientée dans un sens plus dovish.
C'est intéressant. Ouais, bon, après, c'est un peu Inception, hein, Oui. parce que ça nous emmène C'est très pas- loin dans les doubles, le discours, le double discours, ce que la Fed Mais ne je- dit non, pas, mais mais ce qu'elle écrit, etc. Je pense pas que ce Mais- soit quelque chose d'un message Non, mais- caché. C'est simplement que quand on Ouais, voit ouais. ça, c'est assez facile de Comprends. de- de- Oui, oui, oui. de l'interpréter. de Ouais, cette bien façon-là. sûr. En fait, c'est le mandat de la Fed. Oui. Elle a un double mandat. Donc l'accent avait été mis sur l'inflation parce qu'ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. On l'a vu, hein, ils ont été incapables en fait de saisir la dynamique inflation en 2020-2021, début de 2022. Donc on a eu une orientation sur l'inflation tout à fait logique. Et je pense qu'ils ont très bien manœuvré finalement. Parce qu'on a eu 525 points de resserrement monétaire. On a des marchés actions qui sont proches des plus hauts. On n'a pas eu de drame obligataire. Bon, ok, on a une correction tout à fait logique. On a un ajustement sur l'ensemble de la courbe. On a eu l'incident SVB qu'on a totalement oublié en fait. C'était totalement digéré par les investisseurs. Donc la feuille de route est plutôt, c'est une clean sheet quoi. C'est plutôt bien joué. Ah ouais. Ah oui, ça. Jusqu'à présent. Mais pour non, revenir, mais quand même, pour revenir sur le scénario de croissance de la Fed, là tout de même, je trouve ils font preuve d'un optimisme torride. Ouais, mais on- est-ce que on a- ça fait pas partie de on n'a l'objectif, jamais vu quoi? ça. Non, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un resserrement monétaire aussi violent dans une période de temps aussi condensée, qui n'ait pas d'impact très sérieux sur l'activité et la croissance. Donc, nous, c'est un scénario qu'on n'achète pas du tout. Non. Qu'on n'achète pas du tout et qui nous incite plutôt, malgré le fait qu'on soit parti un peu tôt en termes de duration sur les marchés américains, à en remettre. Ouais. Et notamment Plutôt sur la envie de partie courte. renforcer sur la duration Mais oui. au fur et à mesure Mais oui, que le marché et de obligataire mettre- peut de corriger mettre encore, quoi. Enfin en place des steepeners, D'accord. des Ouais, ouais. stratégies de quantification sur la courbe. D'accord. Et sur l'idée qu'en cas de déception sur le scénario de croissance 2024, notamment la Fed serait beaucoup plus réactive et pro-croissance en matière de réglage de sa politique monétaire? Oui, modulo l'inflation. Il ne faudra pas qu'on ait de mauvaises surprises sur l'inflation coïncidente. Mais oui, Ouais. oui. Ils ont reconstitué des marges de manœuvre qui sont assez considérables, hein, tout de même. Étienne, je vous laisse réagir, mais je voudrais aussi qu'on en vienne à dire un mot des autres banques centrales, parce que c'est vrai que la Fed, alors forte d'une économie résiliente, d'une dépense budgétaire, en tout cas qui a été engagée ces derniers mois, très puissante également, la Fed peut se permettre ce genre de discours, peut se permettre d'afficher des projections de croissance, d'essayer de faire baisser les baisses de taux anticipées dans le marché, mais j'ai l'impression, et on l'a vu sur la journée d'aujourd'hui, que pour les autres, même si chacun gère sa zone économique, évidemment, la Fed, c'est quand même celle qui aspire tout le monde. Et j'ai l'impression que derrière, les décisions deviennent difficiles. C'était peut-être pas évident déjà pour la BCE la semaine dernière, mais pour la Banque d'Angleterre, pas évident. On voit le sterling aujourd'hui, la Banque nationale suisse, etc. Ça devient compliqué pour les autres de suivre le rythme de la Fed, là. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais peut-être, pour revenir Oui. une seconde sur la Fed, première chose, c'est que ce qui est intéressant, si l'histoire est un guide, c'est que sur les 13 cycles haussiers après la Seconde Guerre mondiale, entre la dernière hausse de taux et la première coupe, il se passe 4 mois et quelques. Ouais, je sais. Donc, en général, ça va relativement vite. Deuxième point, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur les décalages qu'il y a entre politique monétaire et impact sur l'économie, notamment quand la courbe est si inversée. Alors, c'est beaucoup de travail parfois pour rechercher quelque chose d'un peu vain. Mais la conclusion à laquelle j'arrive, c'est plutôt une trajectoire qu'autre chose. C'est que rien ne remet en cause pour l'instant le scénario du hard landing. Du hard landing. Ouais, du hard landing. D'accord. Oui, ça reste un scénario possible. On est toujours dans ce scénario-là. Si on regarde tous les décalages, on reste dans le décalage historique. Alors bon, c'est vrai qu'on en a 13, on n'en a pas 40, mais c'est ce qu'on a. Et que si l'histoire, encore une fois, est un bon guide, en général, ça devrait se passer avant février 2024. Wow. C'est ce que nous enseigne l'histoire. Quand je regarde les différentes variables, notamment partie manufacturière, d'autres, ou le leading economic indicator qui donne quand même quelques indications à 3-4 mois, tout ça c'est encore plausible. La question, c'est rapidité par rapidité, etc. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui restent, qui moi, me surprennent. Les claims aujourd'hui, je suis stupéfait par la force. C'est le marché du travail. Hein. Ah ouais, je pense que le grand mystère pour eux, c'est quand même ce qu'on observe sur le marché du travail. Avant de faire une transition sur les autres banques centrales, moi, ce qui m'a beaucoup marqué en plein milieu du mois d'août, c'était quand même ces révisions spectaculaires sur les créations d'emplois depuis le début de l'année. C'était 346 000, quelque chose comme ça. Même après révision, ça reste quand même des chiffres
important. Sauf que quand vous intégrez les révisions, alors vous le faites plus ou moins équipondéré, on va dire, sur chaque mois, en fait, vous arrivez à une moyenne de création d'emplois qui est à peu près en ligne avec ce qu'on a pu voir juste avant les récessions. C'est-à-dire que sans la révision, on était beaucoup trop haut. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Avec la révision, on revient dans un schéma un peu plus normal. Non, sur les autres banques centrales, moi, ce qui me gêne, c'est... Enfin, ce qui me gêne, je ne sais pas si ça me gêne, mais ce que j'observe, c'est première chose, je deviens de moins en moins intéressé, peut-être à tort, sur ce qui se passe avec la BCE et la Réserve fédérale. Pour moi, le dernier grand barrage, c'est vraiment la BOJ. C'est-à-dire que si la BOJ lâche... je pense que ce sera la dernière hausse de taux qui peut faire plus ou moins mal. La fin du carry trade, on peut extrapoler, on peut extrapoler à l'extrême, mais c'est vrai que c'est un si gros bilan que ça ne peut pas être totalement neutre. Après, moi, ce que j'observe, donc ça, c'est ce que je regarde le plus, donc je vais être extrêmement... Et du coup, non, mais allez-y, Étienne, c'est demain la BOJ. Ouais, est-ce qu'il y a une surprise à attendre? En plus, elle a l'habitude de communiquer parfois avec surprise, la Banque du Japon. Elle prépare un peu moins le terrain que d'autres. Je ferais bien un dovish skip sur cette question. J'arrive pas à la lire, la BOJ. On sent qu'ils préparent le terrain, on sait qu'ils sont prêts à faire évoluer les choses, mais il y a une inertie tellement forte et puis il y a des conséquences qui sont tellement mal maîtrisables, je pense, que j'ai aucune idée de la forme que ça peut prendre et le timing. Probablement qu'ils vont... Eux, c'est l'inverse des autres. Ils attendront la dernière seconde de la dernière minute de la dernière heure pour en faire une. Qui tient, et puis d'un seul coup, ils vont lâcher une partie de la pression. Moi, ce qui me gêne, pour être honnête, c'est vraiment ce qui se passe en Europe au sens large du terme. C'est que je suis pas sûr que on puisse encaisser toutes ces hausses de taux quand je regarde une économie révisée à zéro. J'aime pas ces mots grossiers parce que c'est un peu pour grossir le trait, mais en zone euro, il n'y a pas de croissance et il y a 5 points quelque chose d'inflation. Donc c'est pas voilà. Bon, Nicolas, c'est votre... Non, mais c'est votre sujet. Sur la Banque du Japon, ce qui est amusant, c'est qu'ils sont avec des taux à zéro, mais en plus, début de semaine prochaine, a priori, le gouvernement va annoncer un plan de soutien budgétaire de 3% du PIB. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un peu d'inflation, ils ont des taux à zéro, mais ils vont encore relancer. Et voilà, donc c'est plutôt comme quoi tout est possible dans un environnement macroéconomique que tout le monde partage. Les PMI au Japon sont bons, il y a un espèce de Goldilocks japonais. Et avec un yen en réel qui apparemment est à un plus bas de 50 ans aujourd'hui. C'est quand même à souligner. Et effectivement, donc pour la BCE, je suis d'accord avec vous, on perd un peu de l'intérêt pour la BCE parce qu'en fait, même le discours qui est servi, qui est construit par la BCE n'est pas tenu par la BCE elle-même, et ça devient fatigant, je trouve. Je crois que c'est depuis le mois de mars dernier où il était indiqué clairement dans chaque statement que l'orientation serait en fait dépendante des données, que qui a selon 3 critères, le inflation outlook, donc les perspectives d'inflation, la dynamique d'inflation sous-jacente et la transmission de la politique monétaire. Quand je regarde par rapport au mois de juin, jusqu'à septembre, on avait un inflation outlook qui a été révisé à la hausse à cause des prix de l'énergie, mais à la baisse sur le long terme, même jusqu'au Q4 2025 à 1,9%, c'est-à-dire en dessous du mandat. Donc là, veut dire ce premier point, ce premier critère peut être considéré comme étant ambigu. Le deuxième critère, c'est la dynamique d'inflation sous-jacente. Celle-ci a été révisée en baisse par le staff de la BCE, d'autant plus que la mesure principale d'inflation sous-jacente en Europe, le PCCI, a été également baissier sur les derniers mois. On arrive à un niveau de 60%. Critère favorable, le dernier point, transmission de la politique monétaire, qui est clairement annoncé par le board, la transmission de la politique monétaire, qui est clairement annoncée dans le statement comme étant très forte et même à un niveau qui est sans précédent par rapport aux épisodes passés. Donc on a 2 critères favorables, un critère ambigu, et malgré cela... On reste en pilote automatique. On monte quand même les taux. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne correspond pas, en tout cas, à l'annonce qui a été faite par la Banque centrale elle-même. Donc, c'est-à-dire que après, ils arrivent à écrire dans le communiqué quand même que c'est peut-être la dernière. Enfin, qu'à ce stade, il y a tout converge vers l'idée que ça puisse être suffisant. C'est écrit ça quand même dans le communiqué. Mais ce qu'on voit, je pense que derrière, c'est que simplement on a des rapports de force politique qui existent dans un sens ou dans un autre, que apparemment le rapport de force politique il est à l'avantage des gens qui sont le plus haut quiche du board, et que finalement ils font ce qu'ils veulent, et que peu importe en fait finalement la communication qui a pu être adressée au marché avant, tant qu'ils ont la majorité, ils vont pouvoir la tenir. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas exclure une nouvelle hausse, sauf qu'on a vu aujourd'hui que la XNOT, donc de la banque néerlandaise,
des Pays-Bas indiquait qu'ils pensaient qu'on était au bout. Ce qui montre qu'un des plus hauts des hauts est en train de lâcher. C'est ça. Ce qui veut dire que là, on a peut-être une bonne assurance du fait qu'on soit peut-être à 4 et que ce soit définitif. Après, les divergences, il n'y a même pas besoin d'avoir une zone économique comme la nôtre. Même au UK, je voyais la BOE, c'est 5-4 sur la décision. Au sein de la Fed, Franck le soulignait tout à l'heure, la dispersion des projections 2024-2025 montre quand même là aussi qu'il y a vraiment des positions très différentes au sein de ces différents comités de politique monétaire. Sur l'Europe, la BCE... Oui, non, en fait, on a une analyse sensiblement différente et sur 2 points. La qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation, c'est un facteur fondamental pour la Banque Centrale Européenne. Et on a une érosion qui est très graduelle, mais on a une érosion. Quand vous regardez le swap 1 an d'inflation forward sur différentes maturités, vous avez une jolie courbe croissante qui traduit donc des anticipations croissantes d'inflation sur les prochaines années. Ça, c'est le marché, hein, les anticipations du marché. C'est le marché qui nous le dit. Le 5 ans swap, on l'a vu, il a inflation, il a 2,60. 2,60, c'est haut en fait. Hein. C'est haut pour la zone euro. C'est le même niveau que les États-Unis ? Oui, mais donc c'est haut pour la zone euro. C'est très haut. Et le deuxième facteur beaucoup plus fondamental, c'est cette boucle prix-salaire qu'on voit, qu'on observe d'ores et déjà en zone euro. Et ça, je pense que c'est vraiment le caillou dans la chaussure. On n'est plus dans le rattrapage. Non. On est au-delà du rattrapage salarial. Là. Les salaires vont augmenter devant les prix. Voilà, c'est ce que nous donnent nos analyses top-down. Et c'est aussi la confirmation de nos analyses equity, crédit, qui parlent aux entreprises. Et ça, c'est un vrai souci parce que dans un contexte où il n'y a plus de gains de productivité en Europe, on est au mieux nul, on est peut-être même sur des gains de productivité donc négatifs en zone euro. Chaque augmentation de salaire se traduit par une hausse du coût unitaire du travail. Et cette hausse du coût unitaire du travail, vous la retrouvez avec des marges inchangées dans les prix finaux. Et ça, c'est le souci en fait de la BCE. Donc cette histoire n'est peut-être pas terminée sur la Banque Centrale Européenne. Notre point, c'est que le marché a constamment sous-estimé le potentiel de hausse de la BCE. Et là encore, on pense que c'est encore sous-estimé, qu'il y a encore de la marge. C'est ce qui explique aussi, d'ailleurs, cette sous-estimation de l'amplitude des hausses de taux à venir, la résilience des taux allemands. Enfin, c'est dingue. On a un Bund à 2,70, on a une inflation sous-jacente à 5,3. Ça ne matche pas, ça ne fit pas. Surtout quand on a en tête le profil qu'on peut anticiper sur l'inflation sous-jacente. Enfin, on n'est pas tous les États-Unis, parce que là, encore une fois, si on revient un peu au mouvement de marché, le dollar au plus haut, les taux au plus haut, le pétrole au plus haut. Alors évidemment, si on est autonome en pétrole, si le dollar est notre monnaie et si on a une dynamique de croissance comme on peut le voir aux États-Unis, peut-être que tout va bien. Mais je veux dire, derrière, on subit la contrepartie de tout ça. Le reste du monde subit la contrepartie de tout ça, quand même. Ouais, c'est clair. Mais je trouve que la zone euro, c'est vraiment la zone compliquée. C'est vrai qu'il y a ces initiatives on cherche des solutions en France et ailleurs de faire passer, que la pilule d'augmentation du prix du baril soit moins douloureuse. Il y a ces augmentations de salaire qu'on voit à droite et à gauche. Et c'est vrai que la jugulation de l'inflation est quand même beaucoup plus besogneuse en zone euro. Et moi, je rejoins Franck sur l'analyse de la courbe. Moi, cette courbe m'échappe. Je ne sais pas quoi en penser en termes de scale price. Mon intuition, c'est que la BCE est en train de casser la machine économique méchamment. Et c'est pas la première fois qu'elle le fait. C'est ce qu'on pensait que la Fed aurait dû faire. Enfin, on pensait que le risque était celui-là pour la Fed, de devoir casser l'économie américaine pour ramener une inflation qui avait déjà débordé depuis trop longtemps. Et en fait, c'est l'Europe qui se retrouve dans cette situation. Je ne sais pas si vraiment ils veulent ça. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que et puis en plus, la Banque Centrale Européenne, elle a quand même un historique qui est parfois un peu compliqué. On se rappellera toujours tous du juillet 2008, on se rappellera tous de l'avril 2011. Pourquoi, etc. Moi, je trouve qu'ils vont beaucoup... Enfin, le 4 est déjà... Bref. Il aurait fallu une pause la semaine dernière. Enfin, l'euro a baissé quand même. La réaction de marché était quand même, le problème, pas évidente. Les taux baissaient, l'euro baissait sur la décision de la BCE. Il faut s'en souvenir. Le problème, c'est que la BCE, elle s'est coincée en partant trop tard dans sa hausse de taux, et du coup, elle se retrouve avec une inflation vraiment ancrée.
et déjà une croissance qui est nulle, quoi. Enfin, si vous regardez si vous regardez la croissance, donc révisée, elle est nulle depuis le début de l'année. Si vous regardez les PMI ou les indicateurs avancés, ils sont vraiment pas bons. Bon, c'est nul à cause de l'Allemagne, hein, pour dire les choses aussi. Enfin, non, mais je veux dire, il y a un gros paquebot qui a un gros problème aujourd'hui en Europe. Il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux en termes de croissance. Hein, et si on enlève l'Irlande et la volatilité du PIB irlandais, ça change un peu la lecture. Non, mais bon, on peut se dire que l'Irlande, oui, c'est peut-être un cas à part. Et l'Allemagne, ça pèse, ça compte. Non, mais c'est pas toute la zone euro non plus. C'est pas toute la zone euro, mais simplement, si vous regardez les PMI et pas que ceux de l'Allemagne, ils sont mal orientés. Je vois pas de bonnes nouvelles. Ouais, enfin, un PMI manufacturier en Allemagne à 39 depuis 3 mois. Ouais, non, mais c'est le couteau qui tombe ou c'est un point d'entrée? Moi, parce que 39, c'est quand même très bas. Je sais pas le dire autrement. La BCE, je trouve qu'elle prend un risque à casser méchamment l'économie. Je suis d'accord avec vous. Notamment sur la question sur les salaires, ce qui me frappe, c'est de voir que même dans les projections aujourd'hui actuelles de la BCE, quand on regarde les mesures qui sont faites sur la compensation par salarié, enfin donc le revenu total par salarié, et si on l'ajoute de l'inflation qui est pronostiquée par la BCE, on n'arrive même pas à retrouver le pouvoir d'achat de 2019 à fin 2025. Et comme on a une consommation aujourd'hui qui est à moins 0,1% par rapport à 2019, je dirais, où est l'inflation par la demande? Enfin, je ne comprends toujours même pas ce scénario, comment, et pourtant il est répété et encore répété sur les facteurs domestiques de l'inflation aujourd'hui. Et par contre, quand je regarde dans le détail les PPI, la comparaison entre les États-Unis et l'Europe, les choses sont parfaitement claires. C'est-à-dire que si je prends le composant énergie du PPI européen, on a des prix de l'énergie aujourd'hui qui sont 75% plus hauts que ce qu'on avait avant crise. Aux États-Unis, c'est 20%. Ouais. Donc il y a un décalage qui est énorme, et donc évidemment, on a une transmission des prix, enfin un passage des prix par les entreprises sur les biens qui est là, mais qui est principalement un facteur qui vient de l'énergie et pas de la demande. Et donc on est en train de détruire la demande pour lutter contre cela. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et comme sur le sujet dont on parlait avant, c'est qu'il est, à mon avis, essentiel de ne pas briser les facteurs de production qui permettront justement de répondre à l'inflation structurelle de demain. Et je crois que c'est effectivement ce que la BCE est en train de faire. Mais comme d'habitude, finalement. Après, moi, je veux bien qu'on dise un mot du policy mix aussi, parce que je veux bien. Enfin, je sais pas. J'essaye d'imaginer ce qui se serait passé en termes de réaction de marché si la BCE s'était déjà mis en pause à 3,50 sur le taux de dépôt, par exemple. Où serait l'euro aujourd'hui? Avec un pétrole. Mais je veux dire, avec un pétrole qui est en route vers les $100, je peux comprendre l'inconfort quand même pour une banque centrale, comme le rappelait Franck, avec des anticipations qui sont peut-être moins bien ancrées qu'ailleurs aussi. Pour avoir un euro plus fort aujourd'hui, demain, il faut peut-être accepter de l'avoir un peu plus faible aujourd'hui. Regardez, c'est ce que fait le Japon aujourd'hui, en faisant le pari que on va soutenir au maximum. Oui, mais alors c'est correctement, et après d'avoir quelque chose qui se. Qu'est-ce qu'on peut dire du policy mix de ce point de vue-là? Parce que je veux bien qu'on ramène tout à la BCE, mais comment vous regardez l'évolution du policy mix, notamment pour 2024 en zone euro? On va revenir en agrégé à 3% de déficit ou moins l'an prochain en zone euro. Je regarde avec intérêt effectivement ce qui peut se passer sur les discussions budgétaires européennes, sur la volonté, notamment le discours de Fabio Panetta hier, qui essaie justement d'essayer d'agréger, on va dire, les volontés pour essayer d'avoir une politique qui soit différente en Europe. Je pense qu'il y a un soutien. Bon, on a le gouvernement italien, évidemment. Il y a évidemment aussi Emmanuel Macron, avec la volonté qui a été annoncée la semaine dernière par von der Leyen de donner un mandat à Mario Draghi, d'avoir une réflexion sur la compétitivité européenne, avec une presse italienne qui nous pronostique un Mario Draghi qui voudrait prendre la présidence du Conseil européen l'année prochaine. Ce qui, dans ce cadre-là, si vous avez dans ce qui est vraiment le cœur du pouvoir européen, c'est-à-dire le Conseil européen, si au lieu d'avoir Charles Michel, vous avez Mario Draghi, ça change un petit peu la discussion, à mon avis. Et évidemment, vous avez une orientation... Tiens, quelqu'un qu'on connaît. Une orientation vers une volonté d'aller de l'avant sur la question budgétaire. Il ne viendra pas pour rien. Enfin, ce que je veux dire, si on est dans ce schéma-là, dans ce scénario-là, je ne pense pas qu'il fasse faire. Il ne viendra pas pour rien. Je ne pense pas qu'il fasse marcher dessus. Et je pense que si on en arrive là, on peut avoir effectivement des perspectives qui soient beaucoup plus intéressantes et favorables pour l'Union européenne dans son ensemble, la zone euro également pour la suite. Bon, en attendant, une BCE qui resterait au quiche ou orthodoxe, des déficits qui seraient quand même beaucoup plus réduits, voire contraints l'an prochain. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur obligataire vis-à-vis de la zone euro, Franck? Est-ce que déjà, cette orthodoxie budgétaire et monétaire, est-ce que ça nous prémunit d'un risque d'un retour de crise souveraine, par exemple, en zone euro? Non, enfin ça, je pense que c'est une séquence qu'on va revoir.
D'accord. Enfin, Donc ça fait partie des risques à avoir en tête pour enfin, on 24. vit avec depuis la Oui, crise de l'euro. mais Donc, bon. Jusqu'à bon, présent, on s'est épargné une nouvelle crise souveraine à travers des... Quand même, hein. On est quand même à 180 BP, Bund BTP. On est quand même sur des niveaux qui sont larges. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de positionnement obligataire ? Je pense qu'il faut s'attendre encore à un peu de volatilité. Alors, on a une corrélation de 0,8-0,9 entre les Treasury et le Bund. Et par contre, on a un bêta de marché qui évolue en sympathie. Et par contre, la résilience du Bund dans les phases de correction Treasury est tout de même assez impressionnante. Et donc ça vient aussi du fait que le marché sous-estime le potentiel de hausse de la BCE. Donc attention, parce qu'on trouve que le Bund est excessivement cher. Enfin, encore aujourd'hui, pratiquement à 2,75, ça nous paraît être très 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 cher dans un portefeuille global. Donc effectivement, on est short JGB, donc on est short les emprunts d'État japonais. Ça a plutôt bien marché dans la période récente. Ouais. On est short Bund. Bof, ouais, enfin si, ça marchote un peu. On est long aux États-Unis. Ça nous a coûté cher sur les 2 derniers mois. Mais là, on rajoute des positions qu'on diversifie sur la Nouvelle-Zélande, sur d'autres États, sur le Mexique. Enfin, on essaie de trouver des thèmes légèrement décorrélants et qui permettent aussi de rajouter du carry dans nos portefeuilles. Donc du rendement. Et le tout avec une légère surexposition crédit qui tient remarquablement. Dans cette période d'incertitude, et notamment sur le secteur bancaire, qui nous paraît être extrêmement résilient, très bien capitalisé, et le crédit, oui, sur les parties courtes, qui offre tout de même une visibilité beaucoup plus forte que sur les parties longues. Et dette bancaire, y compris en Europe ? Oui. Tout à fait, oui. D'accord, pour le coup, là, il y a de l'intérêt et de la valeur pour vous sur ces segments de marché. Investissement... Étienne, et la question de la duration. La duration, nous on est très timorés sur la duration pour l'instant. On cherche des points d'entrée sur le 2 ans et plutôt pays tracker, France-Allemagne. On n'est pas encore rentré, on cherche des points d'entrée. On aimerait bien voir un peu de stabilité sur les taux, mais avec un risque de récession qui s'amplifie, on dirait, en zone euro. C'est une idée qui nous tente bien. Et effectivement, on a du mal à comprendre la forme de la courbe en zone euro un peu plus loin. Donc, on n'y touche pas. On aime bien le crédit également. On aime bien le crédit court. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que dans une phase où on anticipe quand même probablement un peu plus de volatilité si l'histoire se répète, donc si on devait avoir un ralentissement plus ou moins marqué des 2 côtés de l'Atlantique, mais dont on n'a pas le timing, qui est la construction de portefeuille qui nous permettent d'avancer tout en se prémunissant au cas où de moments compliqués. On trouve que c'est presque un peu ennuyeux, mais ça marche remarquablement bien. C'est du crédit, un mix de crédit au rendement, subordonné financière et investment grade sur la partie courte de la courbe. Donc on est autour d'un point de 1 année. Ce qui est assez... Et on arrive à faire de l'ester plus 100, 150 points de base. D'accord. Ce qui est pas mal. Ah ouais. Sans prendre de risques, vol très faible. Si Dieu le veut, on finira autour de 4,5-5 net de frais. C'est à peu près ce qu'on arrive à faire. Alors c'est en voyant que si on était pleine bourse sur du simple B européen ou américain. Au passage, on trouve que le crédit américain est revenu au plus serré. Du plus serré, que ce soit sur l'investment grade comme le high yield. Donc ça, c'est un endroit qu'on n'aime pas trop. On favorise plus l'Europe. On pense également que les taux de défaut vont être un peu plus... On le voit d'ailleurs, les taux de défaut, le régime de taux de défaut a changé aux États-Unis. On est dans un régime un peu plus élevé. En Europe, ça vient, mais beaucoup plus progressivement, ou en tout cas, c'est très sectoriel, moins étalé comme aux États-Unis. On n'aime pas trop tout ce qui est taux variable. Parce que simplement, les taux variables, surtout en Europe, ça a été vendu. C'est sur des sociétés qui ont déjà beaucoup de leviers et qui se retrouvent avec encore plus de leviers. Et ça devient quasiment. Enfin, c'est là où je pense qu'il y aura un peu de dégâts. Un peu de dégâts. Après, ce qu'on voit également, c'est qu'en Europe, les crédits, c'est plutôt. Si vous retirez quelques secteurs, c'est plutôt résilient. Effectivement, nous aussi, on aime bien les banques. Oui, alors il y a quelques suspects, enfin, il y a toujours un peu les mêmes noms, etc. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est pas, il n'y a pas de diffusion du stress de ces usual suspects au reste du marché. Quoi. Non, alors c'est vrai que si on devait rentrer dans une récession, tout peut s'inverser assez vite. Mais si vous voyez les murs de la dette qui sont plutôt 2025-2026, mais qui ne sont pas énormes d'ailleurs au passage. Ça laisse un peu de temps. Si on se met légèrement avant, on fait tourner les portefeuilles et voilà. Dernière question, Nicolas, juste pour revenir aux États-Unis, parce que entre la grève du secteur automobile, le risque de shutdown, la fin de la suspension des remboursements des prêts étudiants, là, conjoncturellement,
Qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour vous Aussi, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'on va avoir un Q3 qui va être apparemment très fort, et que donc on sera à un niveau très élevé, et que donc le potentiel d'avoir un Q4 qui soit pas bon est une possibilité, tout en n'entraînant pas forcément la 2024 avec lui. Mais je crois que c'est ça le risque. Effectivement, enfin, tout est en train de s'accumuler sur le Q4, avec un Q3 qui va être très fort. Donc effectivement, ça va être compliqué pour le Q4. Je pense que la grève va être intéressante à suivre, et notamment parce que ça peut engendrer pas mal de suites sur les différents syndicats aux États-Unis. Et je crois que d'ailleurs, c'est vraiment le but du syndicat automobile, c'est d'arriver à entraîner quasiment le pays avec lui pour cette négociation qu'il considère être la première sérieuse négociation depuis 40 ans. Ouais, bon, on marquera demain une première semaine de grève, c'est ça, dans le secteur automobile aux États-Unis. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Franck Dixmé, Allianz Global Investors, Étienne Gorgeon, Sanso Yes, et Nicolas Gottsman, la financière de la Cité.